recevons ce soir Géraud Magrin, et non Gérard, Géraud Magrin, professeur. Oh là, il y a beaucoup d'écho, il y a moins d'écho. Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de l'UMR Prodigue. C'est un africaniste. Géographe de l'Afrique et notamment de l'Afrique subsaharienne. Il a été chercheur longtemps au CIRAD où il a vécu et mené ses recherches au Sénégal. Il est plus particulièrement spécialiste du Tchad et du lac Tchad et il est consulté aujourd'hui comme expert sur les relations entre activités extractives et territoire et développement. Les dernières publications, elles sont très nombreuses, les publications de Géraud. Les dernières publications sont un atlas de l'Afrique, un continent émergent pour une interrogation aux éditions Autrement, un atlas du lac Tchad aux éditions Passage, au pluriel, et puis en 2012, Géraud avait coordonné un ouvrage en anglais, c'est édité en français, ou les deux, dans les deux langues, une compagnie pétrolière chinoise face à l'enjeu environnemental au Tchad, et il a réalisé ainsi un certain nombre de travaux ou encadré des travaux sur la présence chinoise en Afrique. C'est à ce titre que nous l'avons invité ce soir et que nous avons le plaisir de t'accueillir pour nous parler de la présence menaçante, bien évidemment, sur l'Afrique. Merci. Merci Thierry, bonjour mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette université populaire de m'avoir convié, et en particulier Jean-Louis Chaillard et Thierry Sangean qui organisent ce cycle sur la Chine. Alors comme Thierry Sangean l'a dit, moi je vais vous parler à partir d'un point de vue d'africaniste. Ça fait à peu près 25 ans que je fais des recherches en géographie en Afrique. Pas d'un point de vue de spécialiste de la Chine, mais comme beaucoup d'autres collègues, j'ai rencontré la Chine, ou plutôt des présences chinoises, sur les différents pays dans lesquels j'interviens en Afrique depuis quelques années, et c'est depuis cette perspective-là que je vais m'adresser à vous. Alors, la thématique des présences chinoises en Afrique, c'est un thème qui a émergé au début des années 2000, dans un contexte qui est celui de l'émergence de la Chine au niveau global, avec une stratégie d'ouverture au monde qui se met en place à la fin des années 90, et puis ce que les économistes ont appelé un super cycle chinois, une période assez longue de forte croissance économique dans une économie majeure, qui fait que la Chine est aujourd'hui la deuxième ou la première puissance économique du monde. Alors cette émergence chinoise s'est traduite notamment par une explosion des échanges avec le continent africain. Ça a été, je dirais, un des biais par lesquels on a abordé en premier ces relations sino-africaines, avec des échanges qui ont été multipliés, on pourrait dire, par 20 en 20 ans à peu près, qui étaient d'à peu près 10 milliards de dollars en l'an 2000 et qui seraient de l'ordre de 400 milliards de dollars à l'horizon 2019-2020. Bon. Alors, c'est cette apparition, disons, cette apparition d'un intérêt pour les relations entre l'Afrique et la Chine ont soulevé dans un premier temps un certain nombre de représentations, parfois assez caricaturales, marquées parfois par des inquiétudes. Alors une question qui venait souvent, c'était est-ce que la Chine, c'est un nouvel impérialisme qui se présente devant le continent africain? Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur le fait que les Chinois accaparaient massivement des terres pour assurer leur sécurité alimentaire, sur le fait que les Chinois, bien sûr, leurs entreprises étaient compétitives parce qu'ils faisaient travailler des prisonniers sur des chantiers de construction, en reprenant des anecdotes qui avaient été rapportées dans les années 70 de manière tout à fait ponctuelle et en faisant un cas plus général. D'un certain point de vue, on avait l'impression qu'un certain nombre de ces représentations relevaient d'un retour du péril jaune. Vous savez, ces sortes de clichés, de représentations et de peurs qui s'étaient exprimés en Europe, dans différents pays européens à partir de la fin du XIXe siècle, devant ce qui était perçu comme quelque chose, une puissance potentielle de la Chine qui pourrait menacer les intérêts européens. Il faut dire aussi que certaines caractéristiques à la fois de la Chine et des pays africains, notamment l'opacité qui préside aux affaires publiques, ne favorise pas la transparence et favorise un certain nombre de rumeurs, et donc c'est aussi un élément de contexte qui explique pourquoi il y a eu, au début en tout cas,
beaucoup de représentations, je dirais, un petit peu caricaturales. Je vous ai affiché ici deux exemples d'ouvrages. Alors, La Chine-Afrique, de Serge Michelet et Michel Beuret, qui était un des premiers ouvrages sur la Chine en Afrique, qui est un ouvrage plutôt bien documenté mais journalistique. Et puis Chine-Afrique, le grand pillage, vous voyez, cette rhétorique de la main basse sur les richesses du continent, qui a paru plus récemment. Alors la question qui m'intéresse en tant que géographe qui essaye de comprendre ce qui se joue en Afrique en termes de dynamique de développement, c'est un petit peu de voir que change finalement l'émergence chinoise pour le développement de l'Afrique. Faut-il imaginer que la présence de la Chine conforte une forme de continuité historique de l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation? Depuis 5 siècles, l'Afrique s'est insérée d'un point de vue économique et politique dans la mondialisation en exportant des hommes et des matières premières brutes dans une position dominée, dans une position vulnérable. Est-ce que l'arrivée de la Chine va conforter cette trajectoire, je dirais plutôt négative, sur le temps long, ou bien est-ce que derrière la rhétorique tiers-mondiste que la Chine affiche souvent en disant « nous sommes aussi un pays du tiers-monde et on comprend mieux les problèmes des Africains et on va pouvoir les aider », est-ce qu'au-delà de cette rhétorique, la Chine est un nouvel impérialisme? Ou bien au contraire, est-ce que la Chine ne ferait pas partie des facteurs, parmi d'autres, qui permettraient de penser qu'il y a un changement aujourd'hui dans la trajectoire de développement de l'Afrique, une forme de bifurcation par rapport à la trajectoire historique longue, et donc la Chine pourrait contribuer à des formes de diversification économique, à l'industrialisation du continent et donc à des progrès en termes de développement sur le mode chinois, peut-être. Alors, avant d'aller plus loin dans les détails, je crois qu'il y a des idées un peu clés que je voudrais partager avec vous. La Chine en Afrique n'est pas un monolithe. Je crois qu'il faut absolument avoir ça en tête. Quand on dit la Chine, en fait, il y a une grande diversité des formes de présence chinoise. L'Afrique n'est évidemment pas un monolithe non plus. L'Afrique, c'est 54 pays. Et donc, il faut penser la complexité de ces interactions par rapport à cette diversité africaine et à la diversité des acteurs chinois qui interviennent en Afrique. Donc la Chine-Afrique, le singulier est très réducteur et ne permet pas finalement de comprendre grand-chose. Deuxième idée, on a beaucoup dit la Chine vient chercher en Afrique des matières premières dont elle a besoin pour son développement. C'est vrai en partie, mais ça n'est qu'une dimension des présences chinoises en Afrique, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Enfin, troisième idée, c'est que les trajectoires de développement africaines, j'en ai déjà dit un mot, sont plurielles, et à mon sens, il ne faut pas non plus surestimer le poids de la Chine dans ces trajectoires de développement. La Chine est un facteur parmi d'autres qui, dans certains contextes, à certains moments, dans certains pays, peut jouer un rôle important, mais ce n'est pas non plus la Chine qui fera l'avenir de l'Afrique dans sa globalité. Alors, 3 photos pour illustrer un petit peu la diversité finalement de ces formes de présence chinoise en Afrique, que je dois à un doctorant, un jeune docteur Romain Etienne, qui a travaillé sur les formes spatiales chinoises en Afrique. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, donc un grand bâtiment public, symbolique, incarnant l'unité africaine, financé par la Chine et construit par des entreprises chinoises. En bas à droite, une raffinerie de pétrole construite par une grande entreprise pétrolière chinoise, la CNPC au Tchad. Et puis, sur votre droite, des petits commerçants de rue chinois au centre-ville de Dakar qui vendent toutes sortes de produits chinois que vous pouvez imaginer, des baskets, des produits en plastique, des lampes de poche, des vêtements, des gadgets en tout genre. Donc voilà, je pense que ces 3 photos illustrent bien cette diversité des formes de présence chinoise, une présence politique, étatique, symbolique, des grandes entreprises, pétrolières en l'occurrence, et puis des commerçants privés. Alors, je ne sais pas quel est l'usage dans ce type de conférence, si l'usage que vous diffusiez ensuite les supports. En tout cas, je tiendrai à votre disposition, si vous le souhaitez, une courte bibliographie sur le sujet. Je peux vous signaler un site, celui de Thierry Perrault, qui est un économiste, et qui rassemble sur son site un grand nombre d'informations sur la Chine en Afrique, les formes de présence chinoise en Afrique,
Et donc, on y trouve beaucoup d'informations diverses et variées. Je vous y renvoie si vous êtes curieux d'approfondir ces questions. Alors, je vais aborder le sujet du jour en 3 temps. D'abord, je vais vous proposer une mise en perspective un petit peu générale sur la Chine en Afrique. Ensuite, je vous proposerai 3 zooms sur 3 entrées différentes. L'État, les produits chinois, la question environnementale. Et puis, enfin, je reviendrai, avant de conclure, sur la question des modèles de développement et d'émergence, et de savoir en quoi la Chine peut influencer les dynamiques économiques africaines de ce point de vue. Premier point, donc une mise en perspective. Les regards scientifiques sur les relations entre la Chine et l'Afrique ont évolué un peu au rythme des relations sino-africaines. Pendant assez longtemps, il y avait peu de chercheurs qui s'intéressaient aux relations sino-africaines. On était dans un contexte de guerre froide où les écrits s'intéressaient en grande partie à cet acteur de la guerre froide qui était la Chine, qui soutenait des mouvements indépendantistes et qui était opposé au camp occidental ou parfois à la Russie, à travers des pratiques d'aide au développement qui étaient les pratiques d'un État certes influent au sein du tiers-monde, mais qui restait un État relativement pauvre, donc avec des moyens relativement limités, et avec une constante, déjà, la coopération agricole et la coopération en termes de santé, que on voit ici sur des affiches de propagande du temps de Mao, qui étaient déjà des formes de coopération importantes. Il y avait aussi l'ouvrage de Snow, un intérêt plus historique sur les premières mises en contact de la Chine avec l'Afrique à travers des expéditions maritimes au XVe siècle. Mais voilà, c'était une perspective qui était largement historique. Dans les années 90, il y a un certain nombre de travaux qui s'intéressent à ce que les politistes appelaient la diplomatie du portefeuille, cette rivalité pour la reconnaissance diplomatique entre la Chine populaire et la Chine Taïwan, qui faisait que chacune des deux Chines soutenait un certain nombre de régimes et finançait de la coopération, et que de temps en temps, il y avait des changements d'allégeance de différents pays. Donc voilà, relativement peu de travaux, je dirais, plus approfondis ou qui cherchaient à comprendre l'influence en termes de développement, si ce n'est peut-être le travail de Deborah Bräutigam, qui continue à travailler, qui est une des spécialistes allemandes, je crois, des relations entre la Chine et l'Afrique. Au début des années 2000, on va voir une inflation des publications sur la Chine en Afrique qui reflète le contexte d'émergence chinoise, avec beaucoup de publications qui viennent des grandes institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OCDE, le PNUD, la FAO, toutes ces organisations qui voient arriver cette nouvelle puissance chinoise avec un peu d'inquiétude sur le terrain africain où jusque-là elles avaient une certaine influence et où leur influence n'était pas trop menacée. Alors, ces travaux vont s'intéresser à l'imbrication entre l'économique et le politique dans ces relations sino-africaines. On s'intéresse d'une part à l'appétit chinoise pour les ressources naturelles de l'Afrique, et puis on s'intéresse aussi beaucoup aux visites de chefs d'État et à la manière dont elles s'accompagnent de signatures de contrats. Un moment particulier dans ces relations sino-africaines qui est pas mal évoqué dans les médias ou dans des publications de littérature grise, ce sont les FOCAC, les forums de coopération sino-africaine, qui ont lieu, je ne sais plus, tous les 2-3 ans, je ne sais plus exactement la périodicité, et donc qui font un peu penser au forum France-africain, des relations entre la France et l'Afrique, mais sur un mode un peu différent. Alors le néologisme de Chine-Afrique a été forgé bien déjà par Serge Michel et Michel Beuret, que j'évoquais tout à l'heure, la Chine-Afrique, en évoquant un autre terme qui était celui de France-Afrique. Alors le terme de France-Afrique, il avait été forgé par Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, et il utilisait ce néologisme dans un sens très positif. Pour lui, ça renvoyait à des relations symbiotiques, mais très étroites sur le plan historique, sur le plan culturel, entre la France et l'Afrique. Et petit à petit, ce terme, ce néologisme de France-Afrique, a pris une connotation très ouvertement péjorative pour désigner des réseaux d'influence occultes fondés sur des relations interpersonnelles entre milieux politiques et milieux d'affaires français et africains, hors de contrôle des institutions publiques. Alors, évoquer le terme de Chine-Afrique, ça me paraît assez, ça me paraît un néologisme, ça me paraît assez peu comparable avec la France-Afrique, pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que, d'une part, il n'y a pas la même profondeur historique des relations entre les deux espaces, et puis l'influence
il y a un autre élément, c'est que l'influence africaine sur la Chine est très inférieure à ce que a pu être, et peut-être encore aujourd'hui dans une certaine mesure, l'influence africaine sur la politique française. Vous le savez comme moi, vous voyez toutes les affaires de corruption en lien avec le financement de la politique française à différents moments, en passant par un certain nombre de pays africains, il n'y a rien de tel pour le moment avec l'Afrique. Autre élément remarquable à ce moment-là, un faible prise en compte de la diversité chinoise, je l'ai déjà évoqué. Alors après 2005, on va voir un certain nombre d'études plutôt en sciences sociales qui vont se diversifier. Les travaux donc, vont être plus nombreux et surtout ils vont être, on pourrait dire, des approches davantage par le bas, en anthropologie, en sociologie, en géographie. Un certain nombre d'auteurs vont s'intéresser davantage aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, aux travailleurs chinois, mais aussi à la manière dont les populations africaines réagissaient face aux investissements chinois ou à la visibilité importante des acteurs chinois en Afrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce numéro, par exemple, de politique africaine en 2014 en donne un bon aperçu. L'ouvrage « Le temps de la Chine en Afrique » aussi, qui met beaucoup l'accent sur les questions agricoles, ouvrage coécrit par Jean-Jacques Lebas et Raphaël Chapelle. La littérature aussi s'est intéressée aux relations sino-africaines. Un romancier congolais, Nkoling Jambofan, a écrit un beau roman, Congo Inc., le testament de Bismarck, qui met en scène les tribulations d'un jeune Chinois abandonné par son patron dans les quartiers pauvres de Kinshasa, et comment il s'insère dans des bandes de Chégué, les enfants des rues de Kinshasa. Donc on voit qu'aussi, cette thématique de la relation sino-africaine n'est pas seulement dans les sciences sociales, mais elle n'intéresse pas seulement les institutions internationales et les chercheurs en sciences sociales, mais aussi les artistes ou les écrivains. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble important de faire un petit point chiffré, mettre quelques chiffres, même s'ils sont très incertains, sur ces réalités sino-africaines. Qu'est-ce que ça représente, les investissements chinois en Afrique? Du point de vue chinois, ça ne représente pas grand-chose. En 2015, ça représentait seulement 4% des investissements totaux en stock de la Chine. Donc c'était vraiment très peu. En Afrique, ces investissements étaient concentrés dans un petit nombre de pays. Vous aviez 6 pays qui concentraient à eux seuls pratiquement les 2 tiers des investissements chinois. Donc, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit cette réalité. Du point de vue de la Chine, l'Afrique c'est important, mais ce n'est pas essentiel. En revanche, pour certains pays africains, les investissements chinois représentent quelque chose d'important. Autre idée qui mérite d'être signalée, c'est que cette présence chinoise, elle est assez largement ubiquiste, c'est-à-dire que, certes, elle est concentrée en volume d'investissement ou en nombre de travailleurs chinois dans quelques pays, mais globalement, on trouve des Chinois, des investissements chinois, des acteurs chinois dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Donc il y a cette double idée à avoir en tête. Alors, quels sont les facteurs qui permettent de comprendre les endroits où il y a le plus d'intérêt chinois? Je dirais qu'il y a 3 facteurs qui peuvent se cumuler. La présence de matières premières. Les investissements les plus importants sont dans les pays exportateurs de matières premières. Vous voyez ici des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, le Nigeria, l'Algérie. Il y a un deuxième critère, ce sont des pays qui étaient en froid avec l'Occident, qui avaient des relations politiques difficiles avec l'Occident et qui se sont tournés vers la Chine. Je pense par exemple au Soudan, au Zimbabwe, à l'Angola. Et puis il y a aussi des pays qui ont un marché intérieur important et qui de ce fait constituent un débouché pour des entrepreneurs chinois, des pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Alors, les secteurs qui sont concernés par ces investissements ou ces employés chinois sont très divers, aussi bien l'agriculture, les mines, le pétrole, les travaux publics, l'énergie, le commerce, etc. Bon, sur ce graphique, je ne vais pas le commenter longuement, on voit simplement qu'il y a un poids assez important de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale dans les stocks d'investissement chinois, qui représentent, ces 2 parties de l'Afrique, ces 2 régions représentent plus de la moitié des investissements chinois, alors qu'ils représentent sans doute moins de 1/3 de la population africaine. Alors, sur le caractère multiple de ces présences chinoises, on met souvent en avant une stratégie chinoise. Pour la plupart des analystes, la mise en place d'une nouvelle politique par la Chine à la fin des années 90, à la recherche de sécurisation de ses approvisionnements en matières premières,
a été un élément fondamental. Cette politique chinoise s'est traduite par des liens politiques et par des accords liant de l'aide et des investissements dans un grand nombre de pays. Alors, est-ce que l'État chinois joue un rôle déterminant dans la présence de la Chine en Afrique? Il est sûr que l'État chinois, dans un certain nombre de cas, a appuyé la signature de gros contrats par des entreprises chinoises, mais ça ne marche pas toujours, d'une part, et il y a aussi un certain nombre d'entreprises chinoises qui soit sont arrivées toutes seules, soit sont arrivées d'abord avec des gros contrats qui avaient été négociés par l'État chinois, et puis à la fin de ces gros contrats, elles sont restées et elles ont continué leur activité en Afrique. C'est vrai aussi pour des Chinois, je dirais pour des travailleurs à titre individuel. Vous avez beaucoup de travailleurs chinois en Afrique qui sont arrivés dans le cadre de contrats étatiques qui duraient 2 ans, 3 ans, construire une usine, construire une raffinerie. Et quand le contrat était terminé, eh bien, ils sont souvent restés dans les pays où ils étaient parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des possibilités économiques intéressantes. Alors oui, l'État chinois a joué un rôle. L'État chinois est très visible par ses discours, son discours stratégique sur ses relations avec l'Afrique. Mais son influence sur les ressortissants chinois en Afrique doit être relativisée. Il a une influence directe sur les grandes entreprises publiques, même si les grandes entreprises publiques ont aussi une forme d'autonomie. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'acteurs chinois qui, finalement, ont une certaine marge de manœuvre par rapport à l'État chinois. Quand vous allez à l'ambassade de Chine au Niger ou au Tchad, vous demandez combien il y a de Chinois dans le pays. Les gens de l'ambassade sont absolument incapables de vous dire. Ça vous montre aussi cette réalité. Alors combien y a-t-il de Chinois en Afrique? Personne ne sait vraiment. Vers 2011-2012, on disait qu'il y aurait à peu près différents chiffres qui évoquent autour d'1 million de Chinois en Afrique subsaharienne. C'est moins que les Indiens, c'était à peu près 2 millions à la même époque, mais on ne sait pas très bien. En tout cas, ça représente seulement 0,1 à 0,2% de la population africaine ou chinoise totale, donc on est très loin d'une invasion chinoise en Afrique. Il faut faire attention à ce type de représentation. Donc ce qui est essentiel, je vous le disais, c'est la diversité de ces présences chinoises. Alors, il y a peut-être déjà 2 âges des présences chinoises. Vous avez quelques pays peu nombreux où vous avez des communautés chinoises qui sont établies depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles. C'est le cas par exemple en Afrique du Sud, sur l'île Maurice ou à Madagascar. Ça représente une minorité des Chinois, mais enfin ce sont des situations qui sont assez différentes des autres. Et puis il y a des Chinois qui sont arrivés dans la période plus récente, dans un grand nombre de pays, comme je l'évoquais. Alors ceux qui sont arrivés dans la période récente, d'un point de vue chez les socio-professionnels, ils ont des profils extrêmement variés. Vous trouvez aussi bien des diplomates, des investisseurs du privé ou du secteur public, des employés d'entreprise de tout niveau, des commerçants, des médecins, des restaurateurs, des artisans, des prostituées, et j'en passe. Voilà, il y a une très grande diversité d'acteurs. Alors sur les entreprises, on considérait qu'il y avait à peu près 2000 entreprises chinoises en Afrique en 2013, 10 000 en 2018, donc une augmentation importante. Est-ce que c'est une augmentation importante ou est-ce que c'est une amélioration des recensements? Je ne sais pas. Ces entreprises opèrent dans des secteurs extrêmement variés. Le plus visible, c'est les hydrocarbures, mais à peu près un tiers des approvisionnements en hydrocarbures de la Chine viennent d'Afrique. Mais on trouve aussi l'hydroélectricité et l'énergie. C'est un des secteurs très importants, c'est à peu près 40% des investissements chinois. Les infrastructures, les routes, les chemins de fer, les bâtiments publics, l'exploitation forestière, etc. Alors, ces grandes entreprises, elles sont elles aussi variées. Vous avez des grandes entreprises publiques, il y a une centaine de grands groupes publics chinois qui ont des activités en Afrique, dans des domaines variés, mais c'est en gros ce que je vous ai dit tout à l'heure, les hydrocarbures, l'énergie, les infrastructures. Vous avez aussi des grandes entreprises privées qui viennent par exemple de Hong Kong, de Macao. À côté de ces entreprises publiques d'État, vous avez un certain nombre d'entreprises provinciales qui sont allées chercher en Afrique des possibilités, des marchés, alors même qu'elles avaient perdu des contrats publics à la fin des années 90. Un changement dans les politiques publiques à la fin des années 90 en Chine a fait que ça devenait difficile de trouver des marchés et qu'un certain nombre de ces entreprises provinciales sont parties en Afrique à la recherche de débouchés et de marchés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais parler sous le contrôle du professeur Sangelan, mais d'après les sources que j'ai pu consulter, ces entreprises viennent assez minoritairement des lieux centraux de la Chine, Pékin, Shanghai ou le delta de la rivière des Perles,
elles viennent plutôt de régions périphériques, le nord-est et d'autres régions de la Chine. Et puis, vous avez un grand nombre de PME de toute taille, dans des secteurs extrêmement variés, ceux que j'ai cités jusque-là, mais aussi d'autres secteurs pas très connus, la pêche, l'agriculture, l'industrie manufacturière, etc. Alors, pour ces entreprises, les objectifs de la présence en Afrique sont multiples. Parmi ces objectifs, il y a l'accès au marché. Alors, je vais commencer par là. Le plus évident, ce qu'on a le plus en vue, c'est la recherche de matières premières. C'est vrai pour un certain nombre d'entreprises. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est la recherche de débouchés. Alors que le marché chinois devient de plus en plus concurrentiel, en Afrique, il y a une possibilité de bénéficier de marchés financés en partie par du crédit public, puisque l'État chinois prête massivement au gouvernement africain pour financer des travaux d'infrastructure qui vont être ensuite confiés à des entreprises chinoises. Il y a aussi, pour certaines entreprises, souvent des entreprises assez importantes, une recherche d'apprentissage à l'international, avec l'idée qu'on peut apprendre en Afrique sur un terrain qui n'est pas très contraignant en termes de normes. On peut s'imposer parce qu'on a des coûts qui sont moins élevés que ceux des entreprises occidentales. Les normes ne sont pas très contraignantes. On peut parfois apprendre au contact justement d'entreprises occidentales et ensuite développer des compétences qui pourront être valorisées dans d'autres parties du monde à l'international. Surtout dans le domaine de l'énergie par exemple, ou de télécommunications. Alors, Le Monde avait publié une carte synthétique, bon elle n'est pas très lisible ici, mais qui montrait finalement la diversité des formes de relations entre la Chine et l'Afrique. On peut aborder ces relations par le commerce, par la sécurité, par la présence de casques bleus chinois ou de bases militaires chinoises, par la question du soft power, la présence d'un grand nombre d'instituts Confucius destinés notamment à favoriser l'apprentissage de la langue chinoise en Afrique. Il y a de multiples manières d'aborder ces questions des relations sino-africaines. Moi, je vais, dans la suite de cette conférence, privilégier trois entrées qui sont le rôle de l'État, les produits chinois et puis la question environnementale. Alors, première idée, c'est que l'aide chinoise, et donc l'aide chinoise, la présence de la Chine, mais la présence de l'État chinois et de l'aide publique chinoise, a contribué à un renouveau de l'action publique en Afrique et à un contexte, je dirais, globalement, même s'il y a des contre-exemples, globalement favorable en Afrique depuis les années 2000. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Afrique, dans les années 80-90, l'Afrique était en proie à un contexte extrêmement difficile. On parlait de plans d'ajustement structurel, il y a eu de très nombreuses crises politiques, de très nombreux conflits. Les prix des matières premières qui fournissent l'essentiel des revenus des pays africains étaient bas, et ces pays étaient en crise. Dans les années 2000, la situation s'améliore globalement, et la Chine a doublement sa part dans un contexte macroéconomique et politique plutôt favorable, même s'il n'est pas le seul facteur explicatif. D'une part, le prix des matières premières, qui fournit l'essentiel des revenus de la plupart des pays africains, a tendance à augmenter, et la demande chinoise est le moteur de cette augmentation. Il y a aussi d'autres pays, mais la Chine joue un rôle essentiel. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'annulations de dettes occidentales, pour le coup, dans ce contexte favorable. Il y a eu un certain nombre de flux d'investissements qui sont liés à la phase contemporaine de la mondialisation, qui se sont dirigés vers l'Afrique, comme vers d'autres régions du monde, mais l'Afrique en a assez largement bénéficié. L'aide publique au développement occidental a eu tendance à augmenter légèrement dans les années 2000 en Afrique, par crainte de l'extension du terrorisme, mais aussi un petit peu sous l'aiguillon chinois, un certain nombre de puissances occidentales ne voulant pas laisser la place à une Chine de plus en plus présente sur la scène africaine. Et donc, pour les États africains, la présence de la Chine, ça élargit finalement les marges de manœuvre, parce que c'est un partenaire de plus, c'est un interlocuteur de plus, c'est quelqu'un vers qui on peut se tourner en plus quand on cherche à faire financer un projet. Et donc, ça donne à la fois des financements supplémentaires et des marges de manœuvre politiques supplémentaires. Alors, il y a une expression, on parlait du consensus de Washington pour désigner une sorte d'alignement idéologique sur les positions néolibérales qui prévalaient depuis les années 80. Le consensus de Washington, c'était l'alignement sur les dogmes néolibéraux de la Banque mondiale et du FMI qui conditionnaient l'aide au développement de la plupart des pays africains, que recevaient la plupart des pays africains. Et bien, on a dit qu'un consensus de Pékin s'était mis en place, l'expression date de 2004, à ce moment-là,
avec une forte implication de l'État chinois, qui est mise en scène lors de ces forums, les FOCAC dont je parlais tout à l'heure. Le 7e a eu lieu en 2018 à Pékin. La Chine met en avant, dans sa coopération avec l'Afrique, outre le fait qu'elle est aussi un pays du tiers-monde, elle était un pays du tiers-monde et elle est aussi un pays en voie de développement, et que donc, de ce point de vue-là, elle comprend mieux les problèmes des pays africains que les pays occidentaux, et elle dispose de technologies, de techniques, de choix techniques plus adaptés aux problèmes des pays africains parce qu'il y aurait une plus grande proximité. Donc, outre cette dimension-là, il y a trois principes qui sont mis en avant par l'État chinois. La non-ingérence dans les affaires politiques internes des pays africains, ce qui fait une différence importante par rapport aux conditionnalités occidentales. Le principe d'accord gagnant-gagnant, win-win, on peut beaucoup discuter sur ce que ça signifie réellement, en tout cas c'est la rhétorique officielle. Et puis la promotion d'un modèle de développement à la chinoise, reposant d'abord sur le rattrapage du retard en termes d'infrastructures, et puis ensuite éventuellement sur l'industrialisation. Alors un des éléments dont on a beaucoup parlé dans cette politique publique chinoise, ce sont ce qu'on a appelé des package deals, donc les accords groupés, je ne sais pas comment le traduire en français. Ça consiste en le fait de grouper, d'associer de l'aide au développement classique avec des prêts qui sont consentis aux pays africains et qui sont consentis par la banque d'export chinois officielle, Exim Bank, en échange de l'accès à des matières premières. Donc la Chine va prêter de l'argent au gouvernement africain pour résoudre un certain nombre de problèmes, et en échange, les gouvernements africains vont donner des droits d'accès aux matières premières, dont la banque va permettre de rembourser le crédit. La notion, je permets d'évoquer ces package deals pour faire une petite digression. Quand on parle des investissements directs étrangers chinois, en fait, les investissements chinois en Afrique sont relativement limités. L'aide publique au développement chinoise est relativement limitée, elle aussi, à côté de ce qui constitue l'outil financier principal qui prend la forme de prêts importants, qui sont ensuite soit remboursés en matières premières, soit dans d'autres cas, dans les cas qui sortent des package deals, qui peuvent servir finalement à prêter de l'argent au gouvernement africain pour qu'il réalise des infrastructures qu'il souhaite réaliser, en donnant des marchés à des entreprises chinoises à travers donc, des formes de liens entre ces prêts, une conditionnalité pour le coup, qui est le fait de donner les contrats à des entreprises chinoises. Bon, cela dit, l'aide européenne, française en particulier, a très longtemps fonctionné comme ça, et cela ne fait qu'une quinzaine d'années que l'aide européenne et française n'est plus liée, et donc que ça fait seulement 10 ou 15 ans qu'il n'y a pas un lien systématique entre l'aide des projets financés par l'aide française et les entreprises françaises qui en bénéficient. Alors, dans ce contexte, eh bien, le fait que la Chine rende possible le financement d'un grand nombre de projets d'infrastructure a contribué à une nouvelle situation où les États africains, qui pendant les années 80-90 avaient été largement dessaisis des politiques publiques, eh bien, dans les années 2000, les États africains se pensent à nouveau comme aménageurs ou responsables de l'aménagement et du développement de leur territoire. Et donc, il va y avoir une floraison de projets de nature et de taille variées. On va construire des stades, on va construire des ports, des aéroports, des gares et des lignes de chemin de fer, on va construire des hôpitaux, des universités, avec des financements chinois et des entreprises chinoises qui vont être derrière. Donc cette présence chinoise, elle va contribuer, je dirais, à une nouvelle dynamique de politique publique dans un certain nombre de pays africains. Comme si, d'une certaine manière, la Chine contribuait à réactiver ou à ressusciter un État développementaliste qui s'était assoupi, qui avait été en crise très forte en Afrique dans les décennies 80-90, et puis qui revient sur le devant de la scène depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Alors une question qui pourra se poser de la même manière avec les investissements chinois comme elle s'était posée pour les investissements occidentaux dans les années 60, 70, 80, c'est est-ce que tous ces investissements seront rentables et donc est-ce qu'ils permettront de rembourser les prêts qui ont rendus possibles. Ça c'est une question qui est souvent soulevée. Un exemple qu'on peut donner sur le type d'infrastructure, on voit que les Chinois, des capitaux chinois, ont financé un certain nombre, la rénovation de lignes de chemin de fer qui existaient déjà, mais qui étaient des lignes anciennes, qui existaient depuis l'époque coloniale, depuis le début du XXe siècle, notamment le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti,
la ligne a été inaugurée en 2016. Et la ligne Nairobi-Mombasa, là aussi, une ligne coloniale ancienne, inaugurée en 2017. Alors on voit bien que ces financements, ces choix d'infrastructures, ils s'inscrivent dans la longue histoire d'extraversion que j'évoquais tout à l'heure. On finance des infrastructures qui permettent de drainer des ressources agricoles, forestières, minières, des productions diverses de l'intérieur vers les côtes. Mais il y a quand même une dimension nouvelle, c'est qu'il y a eu une croissance de la population très importante, notamment dans des pays comme l'Éthiopie ou dans la zone des Grands Lacs, Kenya, Ouganda et au-delà. Et donc il y a un trafic de marchandises, à la fois d'exportation, mais aussi d'importation, beaucoup plus important que par le passé, qui est favorisé par ces investissements chinois. Deuxième sujet dont je voulais dire un mot, c'est le lien entre les produits chinois et ce qu'un certain nombre de collègues, géographes ou anthropologues ont appelé la mondialisation discrète. Alors qu'est-ce que c'est la mondialisation discrète? Vous savez, quand on parle de mondialisation, on pense souvent aux grandes villes, on pense à Shanghai, à Dubaï, à Mumbai, on pense aux grandes métropoles, aux grandes infrastructures, on pense à tout ça. Bon, ça fait partie de la mondialisation. Mais la mondialisation discrète, c'est justement des formes de mondialisation qui se voient beaucoup moins et qui pourtant se diffusent de façon extrêmement généralisée à la surface du globe, y compris dans des zones très reculées, très isolées. C'est vrai en France ou en Europe, et c'est vrai aussi en Afrique, à travers notamment la diffusion de produits fabriqués en Chine ou dans d'autres pays, en Inde par exemple, dans le cadre de la mondialisation contemporaine, des produits à bas coût qui vont être accessibles à des consommateurs à faible pouvoir d'achat. Alors, cette diffusion de produits chinois, soit par des commerçants chinois, soit par des commerçants africains qui parfois vont s'approvisionner d'abord à Dubaï et puis ensuite en Chine, cette diffusion a changé beaucoup de choses. D'abord, je dirais, elle permet une forme d'accession à une modernité consumériste. Des gens qui vivaient dans des zones parfois très reculées au milieu rural vont pouvoir consommer des produits manufacturés, vont pouvoir offrir des jouets à leurs enfants, des jouets en plastique pas chers et de mauvaise qualité, vont pouvoir acheter des chaussures en plastique et de mauvaise qualité. En milieu rural, ce n'est pas la meilleure qualité de ce qui est produit en Chine qui arrive. Donc dans les produits chinois, comme vous le savez, il y a une grande diversité de gamme, depuis des téléphones Huawei de dernière génération jusqu'à des petites sandalettes en plastique que vous allez porter très peu. Mais c'est ces produits-là qui vont se diffuser dans les campagnes africaines et qui vont changer beaucoup de choses. Ils vont changer aussi la manière de vivre l'espace, ils vont rendre possible un certain nombre de phénomènes importants. Ce que vous voyez en haut là sur la photo, c'est du matériel sur un marché en Mauritanie qui sert aux orpailleurs, des panneaux solaires, des motopompes, des marteaux-piqueurs, des cordes, des pics, des produits qui sont très majoritairement fabriqués en Chine, vendus par des commerçants mauritaniens, et qui vont permettre d'aller pratiquer l'orpaillage, la recherche artisanale de l'or, avec un coût d'investissement assez limité, dans des endroits extrêmement inhospitaliers, en plein désert. Et donc, la carte qui est en bas, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle est assez complexe, mais vous montre qu'il y a eu des ruées vers l'or très importantes qui ont mis en mouvement des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes au Sahel et au Sahara depuis une quinzaine d'années. Et d'une certaine manière, tous ces produits chinois ont rendu possible, ont rendu beaucoup plus facile et beaucoup plus importante ces ruées vers l'or. Autre exemple qu'on peut citer, c'est la moto chinoise. Pendant longtemps en Afrique, la moto c'était la moto japonaise, c'était la Honda ou la Yamaha. Au Burkina Faso, quand vous aviez le moyen d'offrir une belle mobilette à votre compagne, il y avait un modèle, je crois que c'était un Honda, on avait appelé Mon mari est capable. Donc, voilà. Eh bien, ces motos japonaises ont été remplacées très largement par des motos chinoises qui sont à peu près 2 ou 3 fois moins chères, en tout cas qui peuvent être beaucoup moins chères, et qui vont se diffuser très largement. Pendant très longtemps, la moto, c'était vraiment un signe, disposer d'une moto en milieu, enfin, c'était un signe de richesse relative, c'était des fonctionnaires, des enseignants pouvaient avoir une moto, mais un paysan ne pouvait pas avoir une moto, sauf peut-être en Côte d'Ivoire, des planteurs très aisés. Mais aujourd'hui, on voit se diffuser très largement des motos chinoises dans les campagnes africaines, avec des implications territoriales parfois inattendues. Vous avez ici, au Nord Cameroun, région qui produit du coton. En 2011, dans le cadre d'une société étatique nationale qui garantissait un prix d'achat fixe, en 2011, le prix mondial augmente et dans le Nigeria voisin, les prix sont beaucoup plus élevés qu'au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des taxis clando, des gens qui gagnaient leur vie dans les petites villes en transportant des passagers à moto, qui par centaines, voire par milliers, vont transporter en contrebande du coton camerounais vers le Nigeria, enfonçant par nuage de plusieurs centaines de cyclistes
de motocyclistes sur les postes frontaliers. Imaginez la tête des douaniers face à ce nuage de motards qui arrivait. Ils ont laissé la place et la compagnie cotonnière camerounaise était à genoux, était dans des difficultés importantes du fait de ce rôle de ces motos. Les motos, ça rend la vie plus facile en milieu rural, ça permet d'amener des gens malades au dispensaire, ça permet d'aller chercher, de commercialiser des produits agricoles, donc ça a des rôles, ça rend la vie plus facile, donc ça a un rôle qui peut être très utile. Ça peut servir aussi à des acteurs mal intentionnés. On a des dessins ici de Christian Seignobos, qui représente des combattants de groupes armés, notamment Boko Haram, qui grâce aux motos peuvent échapper aux forces militaires qui les poursuivent. Ils sont encore plus mobiles que les soldats tchadiens, qui étaient pourtant très connus pour leur mobilité, parce que les soldats tchadiens ont des 4x4 et les motos passent sur des pistes où les voitures ne peuvent pas passer. On peut les mettre sur des pirogues sur les lacs Tchad et circuler d'une île à l'autre. Et donc, la moto chinoise fait partie de ces problématiques de ces groupes armés très difficiles à saisir et à contrôler au Sahel. Troisième point, la question des impacts environnementaux des présences chinoises. Alors parmi les nombreuses idées reçues sur une idée reçue, je peux quand même rappeler une définition qui me semble intéressante. Le dictionnaire des idées reçues de Flaubert définit une idée reçue comme un énoncé ayant une part de vérité, mais péchant par généralisation abusive. Donc dans l'idée reçue, tout n'est pas faux. Une des idées reçues sur les présences chinoises, c'est qu'elles auraient des impacts environnementaux considérables, négatifs, évidemment. Alors, pourquoi? Sur quoi repose cette idée reçue? D'abord, c'est vrai, les entreprises chinoises investissent beaucoup dans des secteurs qui sont à fort impact environnemental. Elles construisent des grands barrages, elles exploitent le pétrole ou des mines, elles construisent des grandes infrastructures. Ces grands chantiers sont souvent réalisés dans des zones isolées, qui n'étaient pas mises en valeur jusque-là, qui n'étaient pas occupées jusque-là, donc avec un environnement fragile, de la faune, etc. On est aussi dans des contextes de pays africains où les capacités de régulation environnementale par l'État sont très faibles. Même dans des pays à capacité de régulation environnementale plus élevée, comme en France, vous voyez bien, je pense à Rouen, que c'est compliqué. Mais en Afrique, on est encore très loin de cela. Alors, les entreprises chinoises ont permis, par exemple, ou l'action de la Chine a permis que des projets qui étaient longtemps restés sans financeurs trouvent un financement. Et notamment des projets de barrage que les bailleurs traditionnels, les bailleurs de fonds traditionnels comme la Banque mondiale refusaient de financer, eh bien, la Chine a accepté de les financer. Par exemple, il y a eu un barrage à Meroé au Soudan qui a été construit en 2009, financé par l'Exim Bank de Chine avec les pays du Golfe. Il a fallu déplacer 50 000 personnes, manu militari, à la chinoise ou à la soudanaise, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, le déplacement s'est effectué, le déplacement de ces personnes s'est effectué dans de très mauvaises conditions. Elles ont été réinstallées dans des conditions très mauvaises, il y a eu des protestations, des violations des droits de l'homme, ça a été documenté par des ONG, donc une situation voilà, très, très problématique. Autre barrage, le barrage de Bui au Ghana, qui est représenté ici, pour produire de l'hydroélectricité, il a été construit dans un parc naturel dont le lac de barrage va affecter la faune qui vivait là. Il a fallu déplacer, alors je ne sais pas trop, suivant les sources, entre 1500 et 25 000 personnes, vous voyez, les sources flottent beaucoup, mais en tout cas donc un barrage avec impact environnemental important et un barrage que la Banque mondiale n'avait pas accepté de financer. Un des barrages importants, aujourd'hui, il est représenté ici, même si vous ne voyez pas forcément grand-chose, c'est le barrage qui s'appelle le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, sur le Nil bleu en Éthiopie. Un très grand barrage qui permettra de contrôler en partie les eaux du Nil bleu, qui est destiné à produire de l'hydroélectricité dont l'Éthiopie a besoin, et qui a été financé et construit, financé en partie par un emprunt éthiopien, en partie par de l'argent chinois, mais surtout ces entreprises chinoises qui le construisent. Alors, un autre facteur d'impact environnemental négatif des entreprises chinoises, c'est qu'il y a un certain nombre de mauvaises pratiques qui sont parfois exportées par des entreprises chinoises. Il y a certaines entreprises très polluantes qui ont commencé à avoir des problèmes en Chine et qui ont déplacé des activités vers la Chine, vers l'Afrique, pardon. Il est possible aussi, alors ça a été dit, que les gouvernements africains aient utilisé la possibilité de prêts chinois pour faire baisser les exigences environnementales de projets occidentaux, en disant, bah, écoutez, si vous rendez ces projets impossibles à force d'exigences environnementales,
on va donner ces projets aux Chinois. Donc c'est une sorte de moyen de pression sur les Occidentaux pour finalement accélérer les projets et aller moins loin en matière de préservation de l'environnement. Il y a un point qui me paraît important aussi, c'est que les activités des grandes entreprises peuvent parfois être régulées. On va en reparler un petit peu à partir du pétrole. Mais un des problèmes, c'est que les activités des petites entreprises, des PME chinoises, qui sont très nombreuses, par exemple dans le secteur de la mine artisanale, dans le secteur de la pêche, elles sont extrêmement difficiles à réguler parce que personne finalement n'a prise sur ces acteurs, ni l'État chinois, ni les États africains. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs chinois qui se sont rendus coupables de trafic de bois précieux, par exemple le clévazingo, une essence précieuse au Gabon, de braconnage, bande de rhinocéros, vous en avez entendu parler, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, d'orpaillage clandestin, etc., avec des impacts environnementaux importants. Un exemple qu'on peut donner, c'est celui des ânes sahéliens. En m'intéressant, en faisant du terrain avec une collègue en 2016 au Tchad central, je m'intéressais aux chercheurs d'or. Et je vois des troupeaux de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'ânes. Et je n'avais jamais vu des troupeaux d'ânes pareils. Pourtant, je m'étais intéressé au rôle des ânes dans les sociétés sahéliennes quelques années auparavant, mais là, des troupeaux d'ânes pareils, j'en avais pas vu. Puis quelques jours après, je vois un article du Monde qui évoque des flux commerciaux très importants d'ânes de différents pays sahéliens vers la Chine, motivés par la recherche d'une substance qui se trouve dans la gélatine de la peau des ânes et qui servirait à fabriquer un tonique sanguin qui soignerait l'anémie, la toux sèche, les conséquences de la ménopause, l'insomnie, la fatigue chronique, dans la médecine chinoise. Donc, en tout cas, un flux commercial, ça resterait à vérifier, hein, il y a eu quelques articles médiatiques, il faudrait voir ça plus en détail. Donc on a un âne sahélien qui semble menacé, alors qu'il joue un rôle très important en milieu rural, il sert à transporter le bois, à transporter l'eau, à transporter les céréales qu'on veut vendre au marché ou qu'on veut acheter, donc c'est assez important. Il faut voir aussi qu'on était quand même dans un contexte assez particulier de crise politique régionale. Le Tchad, c'est un pays qui a beaucoup d'éleveurs. Les éleveurs exportent beaucoup d'animaux, notamment vers le Nigeria, et parfois vers la Centrafrique et les pays forestiers, Congo, Gabon. Mais en 2016, la Centrafrique est en chaos, donc les routes commerciales sont coupées. La route du Nigeria est coupée aussi parce que Boko Haram sévit. Et pour un certain nombre de pasteurs sahéliens qui ne savaient plus quoi faire de leurs troupeaux, qui n'avaient plus de ressources, eh bien vendre des ânes, ça a été aussi un moyen de trouver des ressources et de surmonter une période difficile. Alors, ce commerce a été interdit par les États africains. Je ne sais pas si les interdictions ont été respectées. Je ne sais pas, il n'y a pas eu d'étude à ma connaissance sur l'impact finalement de ces flux commerciaux sur les stocks d'ânes. Est-ce que ça a eu un impact très sérieux, durable ou pas, je ne sais pas. Mais ça vous montre un petit peu l'ambiguïté de cette demande chinoise particulière dans un contexte africain peu régulé ou mal régulé. Autre exemple qu'on peut donner, c'est celui de sur la question environnementale. La question du pétrole. En Chine, comme vous le savez, l'essor économique formidable du pays s'est accompagné d'impacts environnementaux absolument considérables. C'est un pays qui connaît le plus de pollution dans le monde. En même temps, il y a eu des grands progrès de la régulation environnementale en Chine depuis 10-15 ans en réponse à tous les problèmes constatés. Donc il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été réalisés en Chine. Dans le secteur pétrolier en particulier, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le secteur pétrolier, c'est un secteur qui est un peu un champion national, c'est une forte visibilité internationale, donc c'est un emblème. Et les entreprises pétrolières chinoises travaillent aussi en relation avec d'autres entreprises internationales, parfois dans des consortiums, et donc elles ont intérêt à avoir des règles de gestion de l'environnement qui ne soient pas trop éloignées des entreprises occidentales. Donc il y a eu un certain nombre de progrès dans les règles en matière de régulation environnementale. Ce qu'on constate, c'est que en Chine, et encore plus en Afrique, il est très difficile de faire appliquer dans la réalité ces règles environnementales pour un certain nombre de raisons qui tiennent à la complexité des règles et aussi finalement au fait qu'on est dans le cadre d'un État autoritaire dont les contre-pouvoirs sont assez limités, la société civile qu'on peut, les médias qu'on peut, et donc ce levier qui peut exister par rapport aux sociétés occidentales n'existe pas dans le cas des entreprises chinoises. Alors, on a essayé de se poser ces questions de la manière dont une entreprise pétrolière chinoise pouvait gérer ses impacts environnementaux dans le cadre d'un projet chinois mené par la China National Petroleum Corporation, qui est une des plus grandes entreprises du monde, la plus grande entreprise pétrolière chinoise, qui a développé un projet au Tchad.
Alors notre point de départ, nous, c'était de se dire, bon, on va quand même se méfier du China bashing, on va se méfier des idées reçues, on va essayer de ne pas dire ce que disent tout le monde, les journalistes, etc. On va essayer d'avoir une approche par les faits, autant que possible, et on va essayer aussi d'analyser les pratiques de cette entreprise pétrolière chinoise au Tchad, non pas à l'aune des règles occidentales, des normes occidentales, mais à l'aune des normes chinoises. Pour ça, il fallait qu'on comprenne les normes chinoises. Alors, on a travaillé en partenariat avec l'université chinoise, avec aussi une ONG tchadienne, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ces réalités. On a travaillé, donc d'abord on a essayé de comprendre comment la régulation environnementale s'était mise en place en Chine, quelles étaient ses avancées et ses difficultés d'application. Ensuite, on a essayé de comprendre, dans le cadre du Tchad, comment les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole dans ce pays depuis le début des années 2000, il y a eu un grand projet américain dirigé par Exxon, soutenu par la Banque mondiale, qui exploite du pétrole au sud du Tchad depuis 2000-2003. On a essayé de comprendre comment les impacts environnementaux sont gérés dans ce pays-là par le gouvernement et par cette entreprise américaine. Et puis après, on a essayé de comprendre, quand les Chinois arrivent, ils développent un autre projet, quelles sont les circulations de normes, de règles, quels sont les apprentissages qui vont éventuellement être utilisés par l'entreprise chinoise, où est-ce que l'entreprise chinoise va arriver et va être complètement muette, sourde, à ce qui viendrait du terrain, et va appliquer simplement ses règles habituelles. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce projet, qui s'appelle Rognier, c'était pas un projet très important par sa taille. C'était un projet relativement... il s'agissait d'exploiter trentaine ou quarantaine de puits, de produire 20 000 barils par jour, donc c'est pas un très gros projet. Ce qu'on a constaté, c'est que les impacts environnementaux étaient assez génériques, c'est-à-dire des impacts assez habituels, pas d'impact extraordinaire, pas de pollution extraordinaire, au moins dans la première phase qu'on a pu utiliser, qu'on a pu étudier. On a pu constater, ça nous a paru assez intéressant, que l'entreprise chinoise, elle arrive en Afrique sur un terrain qu'elle ne connaît pas, et elle est assez pragmatique, elle ne sait pas... par exemple, quand les Chinois, ils regardent une carte comme ça, ils avaient fait cette carte qui est très peu précise, basée sur Google Earth, pour faire leur étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental, c'est un document réglementaire qu'on doit faire. Normalement, on doit étudier tous les impacts négatifs d'un projet industriel ou pétrolier avant de le réaliser. Les Chinois arrivent, la CNPC regarde et dit mais il n'y a personne dans cette région. On doit faire un oléoduc de 300 km de la zone des puits vers la raffinerie. On traverse des zones où il y a 20 ou 30 habitants au kilomètre carré. À l'échelle du Tchad, c'est beaucoup, à l'échelle de la Chine, c'est quasiment désert. Donc les Chinois, ils se disaient, bon, c'est pas grave, on va faire partir les gens qui sont sur le tracé, et puis voilà. Ils n'avaient pas vraiment réfléchi à un dispositif de compensation et de réinstallation. Mais comme il y avait eu l'expérience du projet DOBA avant, les Tchadiens, les ONG tchadiennes ont réclamé à ce qu'on applique les mêmes règles que dans le cadre du projet DOBA. Et comme il se trouve que les consultants que les Chinois avaient recrutés pour mettre en place, pour gérer finalement ces relations avec les populations locales, avaient travaillé autrefois dans le projet américain, et même travaillé à mi-temps parfois, le responsable du plan de compensation et de réinstallation, il travaillait chez Exxon. Quand on travaille chez Exxon, on passe un mois après des puits de pétrole, et puis après on a un mois de congé. Et dans son mois de congé, il allait travailler comme consultant chez les Chinois, et donc la circulation d'expérience est assez facile à comprendre. Il a mis en place le dispositif qu'il avait élaboré dans le cadre d'Exxon au niveau de la CNPC, avec quelques adaptations, mais grosso modo, c'était la même chose. Alors ça n'a pas empêché des problèmes. Il y a eu un scandale de coups de forage mal gérés, une pollution quelques années après, qu'on peut interpréter de différentes manières, je ne vais pas m'y appesantir, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la CNPC ne s'est pas distinguée par une pratique environnementale. On pourrait dire que sa pratique environnementale était légèrement inférieure à ce que Exxon avait fait, mais pas dans des proportions très considérables. Troisième point, donc un bilan, je vais y revenir de façon assez rapide. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, finalement, de ces présences chinoises en Afrique sous l'angle du développement? D'abord, les présences chinoises créent des concurrences et entretiennent une forme de dépendance et de vulnérabilité en Afrique. Certains acteurs locaux sont concurrencés par les acteurs chinois. Les artisans, les potiers, les tailleurs sont concurrencés par les produits chinois. Vous voyez ici une affiche à l'aéroport d'Accra au Ghana qui est aussi écrite en chinois. On explique que seuls les nationaux ont le droit de pratiquer la mine artisanale. En fait, souvent des Chinois, je ne sais pas s'il faut appeler ça des PME, des entrepreneurs chinois, se faisaient attribuer des permis avec des prête-noms ghanéens
et exploiter avec des moyens quasi-industriels des sites qui, en théorie, auraient dû revenir aux artisanaux ghanéens. Donc on a un certain nombre de situations de ce type-là. Le textile africain, les usines textiles africaines ont parfois, elles avaient déjà connu beaucoup de difficultés, mais certaines ont été aussi concurrencées par les textiles chinois. Mais ceux qui sont le plus concurrencés par les Chinois, c'est peut-être pas les Africains, c'est sans doute les acteurs occidentaux. Cette affiche, vous voyez, c'était une capture d'écran d'un journal hollandais qui montre une route fabriquée par les Chinois et une route fabriquée par l'Union européenne. Alors il y a un petit peu de mauvaise foi à mettre en scène une magnifique route et d'un autre côté une route toute déglinguée. Il y a une forme de complaisance, me semble-t-il, et de flagellation en montrant voilà, un concurrent dangereux par rapport pour les entreprises européennes. Je ne vais pas avoir le temps de développer l'exemple du domaine pétrolier. Ce que je voudrais dire sous l'angle de la dépendance, de la vulnérabilité, c'est que si les relations entre la Chine et l'Afrique sont très intenses, elles sont aussi fragiles parce qu'elles reposent beaucoup quand même sur l'exportation de matières premières. Depuis 2014, avec la chute du prix des matières premières, il y a eu un ralentissement des exportations de l'Afrique vers la Chine et aussi des exportations de la Chine vers l'Afrique, une sorte de plafonnement. Donc on a l'impression que le ralentissement de la croissance chinoise, la fin du super cycle chinois, c'est normal que la croissance finisse par atterrir en Chine, eh bien, pourrait se traduire par une diminution des échanges et des investissements vers l'Afrique. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Deuxième question, le risque de dépendance. Sur ces cartes, un indice de dépendance, je ne sais pas très bien comment il a été calculé, montre le degré de dépendance des États africains par rapport à la Chine, et vous voyez qu'entre 2006 et 2016, vous avez un grand nombre de pays africains qui sont devenus plus dépendants de leur relation avec la Chine, les plus dépendants étant dans les couleurs, cette sorte de bordeaux là, et puis en rouge. Ceci dit, on peut quand même se poser la question que j'évoquais au début, celle d'une contribution de la Chine à cette possibilité de changement structurel dans les économies africaines. Une bifurcation, un changement de nature des économies africaines qui serait plus diversifiée qu'autrefois, qui serait moins tournée simplement vers l'exportation de matières premières brutes. Si on regarde ce schéma qui montre les exportations, la structure des exportations africaines vers la Chine, on constate ici qu'il y a eu une augmentation de l'exportation de produits transformés. Donc ce sont des minerais transformés, principalement, dont la part a été multipliée par 5 entre 2005 et 2016. Inversement, la part du pétrole brut dans les exportations, qui pesait très très lourd en 2006, a tendance à se réduire. Donc on voit que structurellement, il y a quelques... Est-ce que c'est un frémissement? En tout cas, il y a des petits changements. Autre illustration, ici vous avez les investissements en stock, les investissements chinois en Afrique par pays. Ils sont principalement localisés dans des pays exportateurs de matières premières. Et ici vous avez les flux d'investissement, donc les investissements en flux, les flux d'investissement directs étrangers en 2016, et on voit qu'ils sont dirigés majoritairement vers des pays comme le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, qui ne sont pas de très grands producteurs de matières premières, donc on peut imaginer que ce sont des exportations plus diversifiées. Autre élément à signaler, c'est que dans certains cas, même si ça reste des exemples assez limités, les entreprises chinoises ont contribué à transformer des matières premières sur place, alors que dans le cadre de projets classiques menés par des entreprises occidentales, ces matières premières auraient été exportées. Par exemple, dans le cadre de projets pétroliers qu'on a étudiés au Tchad et au Niger, les entreprises ExxonMobil au Tchad exportent tout son pétrole vers le marché mondial. La CNPC avait négocié avec les États tchadiens et nigériens, dans un premier temps, de construire 2 raffineries pour le marché intérieur du Tchad et du Niger, et dans un second temps, d'exporter la production additionnelle. Donc il y a quand même une démarche pour entrer sur le marché, mais qui répond aux besoins des pays africains et qui permet d'avoir de la valeur ajoutée locale et de limiter les pénuries de matières premières énergétiques que ces pays connaissaient. Une question qui s'est posée et qui a été posée, et à laquelle on n'a toujours pas de réponse parce qu'on manque un peu de recul, c'est et si l'Afrique devenait la Chine de la Chine? Autrement dit, et si, alors que le coût de la main-d'œuvre commence à augmenter en Chine depuis déjà un certain nombre d'années, en lien notamment avec le vieillissement de la population, alors que la population africaine explose et qu'on a énormément de jeunes en Afrique, que le coût de la main-d'œuvre reste très bas, et si l'Afrique représentait le dernier gisement de main-d'œuvre bon marché dans le monde, et si donc
l'Afrique devenait un continent qui pouvait recevoir des investissements d'industrie de main-d'œuvre à bas coût, d'entreprises chinoises par exemple, qui chercheraient, alors que le coût de la main-d'œuvre s'élève non seulement en Chine mais aussi dans les pays asiatiques voisins, une nouvelle possibilité de production industrielle. L'Éthiopie était une bonne illustration de cet exemple, hein, puisqu'on a un pays qui a reçu beaucoup d'investissements chinois, y compris des investissements industriels dans le domaine notamment du textile et de la chaussure au cours des dernières années. Un pays très peuplé, plus de 100 millions d'habitants, un pays autoritaire, donc avec un pouvoir fort, un pays qui dispose de l'énergie, avec les aménagements hydroélectriques qui sont réalisés, qui sont en train d'être réalisés sur le Nil, et donc un potentiel d'industrialisation important. Une question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on peut transposer le modèle éthiopien dans un cadre plus large? Pour l'instant, l'Éthiopie reste quand même, on pourrait dire, un frémissement localisé. Le nombre d'entreprises n'est pas très considérable, le nombre d'emplois non plus, et on ne peut pas parler d'une dynamique généralisée à l'échelle de l'Afrique, mais en tout cas, ce cas existe. Alors, je voulais vous parler très brièvement de l'Afrique dans les routes de la soie, mais je vois que le temps file et je veux respecter le temps qui me sera imparti. On vous a parlé en détail des routes de la soie, je crois, lors de la dernière séance. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'Afrique est un peu marginale dans les routes de la soie, même si elle est intégrée sur certaines représentations. Ici, on a une carte où l'Afrique ne figure pas. Il y a beaucoup de cartes qui ont été produites sur cette vision géopolitique. Ici, on a une carte où on voit que l'Afrique est intégrée, mais vous voyez bien que les investissements chinois ne sont pas seulement en Afrique orientale, hein, et donc il n'y a pas seulement une concentration des investissements sur l'Afrique orientale, mais des investissements chinois plus généralisés en Afrique. Alors, pour conclure, l'émergence de l'Inde, de la Chine, peut-elle se traduire, peut-elle contribuer à celle des autres? Il faut quand même reconnaître que dans un premier temps, une bonne partie des investissements chinois en Afrique ont été marqués par la recherche de matières premières, dans un contexte où la faiblesse des capacités de négociation des États africains face à la Chine a créé des conditions plutôt défavorables aux États africains dans les négociations par rapport aux acteurs chinois. Il faut revenir et insister sur le caractère très diversifié des formes de présence chinoise, qui ne se limitent pas aux matières premières, des flux migratoires, des flux commerciaux, des relations politiques, des relations culturelles. Tout ça forme finalement un écheveau de relations denses qui n'existait pas il y a 20 ans entre la Chine et l'Afrique. Et ça, c'est une dynamique importante, c'est une dimension importante, des dynamiques à la fois économiques, mais aussi sociales et culturelles de l'Afrique contemporaine. Tout cela pourrait contribuer à ces potentiels de bifurcation pour la trajectoire de l'économie, de l'insertion africaine dans la mondialisation, la trajectoire historique de l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Mais ça ne concernera pas de la même manière tous les pays africains. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ceux qui sont les plus forts, qui ont les institutions les plus solides, qui ont une construction nationale la plus assurée, qui ont le plus investi dans leur capital humain, l'éducation et la santé, qui ont l'économie la plus diversifiée, seront plus à même de profiter de ces relations avec la Chine et de négocier, je dirais, des conditions favorables. Inversement, les pays qui sont en guerre, qui ont des institutions extrêmement fragiles, risquent de continuer encore longtemps à être perdants de ces relations avec la Chine. Enfin, si on me laisse une minute. Oui. Oui. D'accord, je ne sais pas dans quelle mesure l'aspect du calendrier chronomètre doit être précis. On peut se poser aussi la question de la pertinence du modèle d'émergence à la chinoise. Si on prend un peu de recul par rapport aux relations sino-africaines et qu'on regarde le monde avec les lunettes de ceux qui sont préoccupés par la crise environnementale globale d'aujourd'hui, le modèle de développement à la chinoise, qui repose sur la construction de grandes infrastructures, sur la consommation d'une grande quantité de matières premières, sur la priorité longtemps accordée à la croissance à tout prix, quels que soient les impacts environnementaux, etc. Et bien, ce modèle il pose évidemment question à un moment où les paradigmes dominants de la croissance, du progrès technique, du libre-échange, de l'investissement globalisé comme, je dirais, moteur du progrès humain, est de plus en plus questionné du fait des limites environnementales globales auxquelles on est confronté. Donc pour l'Afrique, mais aussi pour la Chine, la question du modèle de développement n'a pas fini de se poser.
Il ne suffira pas d'adopter un modèle de développement à la chinoise pour répondre aux problèmes du continent africain. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Messieurs, vos questions sont bienvenues. Oui. Plusieurs questions, hein. Une main, je l'ai vu. Pas d'autres. Deuxième main. Troisième main. On va s'arrêter là. Voilà. Et je suis très très content qu'il s'agisse de 3 dames. Bonsoir, tout d'abord merci pour cette conférence sur un argument aussi contemporain et intéressant, relativement nouveau, qui me tient particulièrement à cœur. Je suis très intéressée. C'est pour cela que je me permets de demander votre opinion. Si c'est comme la mienne, moi je pense que l'influence et la présence de la Chine en Afrique puisse être que bénéfique pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Et c'est un espoir en tout cas pour l'avenir. Et en deuxième, je crois et j'espère que cette ouverture de la civilisation chinoise millénaire qui apporte sa contribution aussi, bien sûr, en Afrique, et qui s'ouvre aussi, ça c'est très positif, ça peut être très positif pour les Chinois qui enfin ils peuvent sortir de leur continent, de l'Asie et notamment de la Chine. Et est-ce que croyez-vous que cette ouverture va être aussi bénéfique dans un deuxième moment peut-être pour la Chine, dans le sens que la Chine aussi, elle va se développer dans le sens que, comme nous, en Europe, la comparaison est très compliquée et très difficile à faire, mais nous, en Europe, par exemple, nous, avec les accords de Schengen, on peut aller vivre à Madrid plutôt qu'à Bruxelles, et on a les mêmes avantages en tant que citoyen européen. Je ne veux pas que la Chine soit pareille, c'est très compliqué à faire une comparaison, mais, par exemple, est-ce que la Chine si elle se développe aussi avec ses libertés de circulation, elle va aussi attirer dans la Chine tous les chercheurs dont elle a besoin pour être concurrentielle avec les États-Unis, parce que les États-Unis, tous les chercheurs ils vont à la Silicon Valley, parce que les États-Unis, ils offrent une certaine liberté, ce qui n'est pas le cas de la Chine. De la Chine, il n'y a pas de liberté comme il y a aux États-Unis. C'est pour cela que la Chine est là, donc un développement scientifique très limité, parce que les chercheurs, il n'y a personne ou presque qui veut aller vivre en Chine. Voilà. Ben, merci. Il y a un moment, on a parlé que les Chinois achetaient les terres pour pouvoir faire du développement agricole pour leur propre population, que ça risquait d'avoir un impact sur la population africaine en termes de culture et aussi d'autosuffisance alimentaire. Vous n'en avez pas parlé. J'ai perdu la troisième dame. Oui, voilà. Je vais me baser sur un livre qui s'appelle La Chine Afrique dont vous avez parlé, que j'ai lu il y a un certain temps, et qui semblait effectivement mettre en parallèle les conditions de travail des Africains, selon qu'ils travaillent dans une entreprise chinoise ou occidentale, que les conditions de vie et de travail et le respect des normes sociales dans les entreprises chinoises étaient peut-être pas forcément très... ou on va dire était très flexible. Alors est-ce que c'est une lecture que j'ai mal interprétée ou ça a changé ou... Voilà. On prend un monsieur. À condition que ce monsieur soit concis et
Je suis, même si ça ne voit pas vraiment, d'origine haïtienne. Et le pays, au moment où on se parle, est dans un désordre absolu. On va dire, le peuple est dans la rue et demande une nouvelle présidence, un nouveau gouvernement. L'ancien de Martelly était mis en place par les États-Unis. L'actuel Moïse Jovenel est mis en place également par les États-Unis. Et il y règne une corruption absolument abominable. En plus, les relations diplomatiques sont toujours avec Taïwan, ce qui limite beaucoup l'aide que la Chine populaire pourrait apporter au pays. Mais si ces obstacles, avec le renversement du gouvernement, peuvent être abolis, la reconnaissance diplomatique serait donc pour la Chine populaire, est-ce que vous pensez que là nous avons affaire à un État très faible, pratiquement inexistant, extrêmement corrompu? Est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, il est possible d'avoir un partenariat égal-égal d'une certaine façon, dans le respect, et gagnant-gagnant en tout cas? Est-ce qu'on peut même imaginer que Haïti, tout d'un coup, puisse être sur la route maritime de la soie, selon vous? Merci. Bien, merci pour ces questions. Bon, les réponses sont plus ou moins faciles. Je vais essayer de me confronter. À la première question, je vais les prendre dans l'ordre où elles m'ont été posées. La première question sur le bilan, finalement, le bénéfice de ces relations sino-africaines du point de vue de l'Afrique et du point de vue de la Chine. Du point de vue de l'Afrique, je crois que j'ai essayé de le montrer dans ce que je vous ai présenté. Il me semble qu'il faut avoir un regard nuancé. Il y a des éléments qui sont positifs. L'Afrique avait un besoin très important d'investissement et d'investissement dans les infrastructures. On ne va pas faire la fine bouche en disant que parce que ce sont des entreprises chinoises qui les ont fabriquées avec des normes chinoises, il aurait fallu s'en passer. Donc je pense qu'il y a, dans un grand nombre de cas, il y a des retombées qui sont plutôt favorables, mais il y a aussi un certain nombre d'ambiguïtés sur de nombreux points qui concernent la répartition des bénéfices entre les États et les entreprises, qui concernent, ça peut être le droit du travail, qui concerne les impacts environnementaux, etc. Donc voilà, moi je n'aurais pas une position tranchée, je reviens à ce que je disais dans ma conclusion, c'est qu'à mon avis, plus les États africains, je dirais, sont solides dans leurs institutions et ont une économie forte et ont un personnel éduqué, formé, etc., plus ils seront capables de négocier en position favorable et donc de retirer des effets bénéfiques de ces relations avec la Chine. Alors est-ce que la présence des relations avec l'Afrique peuvent être bénéfiques à la Chine? Là, il faudrait poser la question à des spécialistes de la Chine, je serais bien incapable de répondre. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai vu et j'ai discuté avec des Chinois en Afrique, et donc c'est vrai que pour eux, c'est une ouverture importante. Ça l'a été pour des jeunes Européens. Enfin, je veux dire, pour moi, aller en Afrique, c'était un peu l'exotisme, hein, c'était un peu sortir de de ma vie parisienne, de mon Cantal. Bon, c'était un ailleurs. Pour des jeunes Chinois, c'est peut-être encore plus un ailleurs, parce que quand on est français, il y avait eu des générations avant qui avaient été administrateurs, militaires, missionnaires, commerçants, qui avaient été en Afrique, et en Chine, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était la grande inconnue. Souvent les jeunes qui vont en Afrique, les jeunes Chinois qui vont en Afrique, quand ils sont cadres, quand ils ont étudié, moi c'est eux à qui j'ai eu affaire, les parents sont très inquiets. Aller en Afrique, c'est pas forcément une promotion. Hein, quand on sort, quand on fait des écoles de la diplomatie ou autre, être affecté en Afrique, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais parfois après, c'est des gens qui sont contents, qui sont curieux d'apprendre, de découvrir, comme tous les jeunes. Hein. Et effectivement, alors après, qu'est-ce que ça donnera dans leurs relations? Est-ce que ça changera quelque chose à la société chinoise? Je serais bien en peine de le dire. D'abord, il y a un effet du nombre. Hein. Les gens dont on parle ne sont pas si nombreux. Et puis, il y a des effets de structure voilà, qui sont très forts. J'aurais du mal à voir. Je pense qu'on manque un petit peu de recul encore sur ce plan-là. Je passerai à l'achat des terres après.
Alors sur la question des chercheurs, hein, bon, je ne sais pas. C'est vrai que le climat de liberté est favorable à la recherche, mais la recherche chinoise a quand même beaucoup progressé au cours des dernières années. La langue est quand même un obstacle, le fait que les scientifiques du monde entier viennent en Chine, mais ce n'est pas un obstacle absolu, hein, d'où la politique de la Chine de développer des instituts Confucius, de financer beaucoup d'Africains qui viennent apprendre le chinois. Il y a une politique de financement d'étudiants africains qui n'est pas absolument nouvelle. Hein. Au temps de la guerre froide, il y avait des étudiants africains qui allaient en Chine, il y avait beaucoup qui allaient en Union soviétique. Et bien aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants africains qui vont étudier en Chine, qui apprennent le chinois, qui peuvent donc ensuite servir de pont entre entreprises ou acteurs chinois et acteurs africains. Alors sur la question des conditions de travail dans les entreprises chinoises ou occidentales, oui, ben, globalement, je crois que là aussi, il faut mettre les choses en perspective. On est mieux traité et payé à ExxonMobil que quand on travaille à la CNPC. Mais je pense que les salariés d'ExxonMobil font partie des salariés qui sont les mieux payés et traités, en tout cas je pourrais dire des cadres jusqu'aux techniciens, font partie des gens qui sont les mieux payés et les mieux traités au monde. Donc, certes, ils sont mieux payés et ils ont des périodes de congé, tout ça, plus importantes que dans une compagnie équivalente chinoise, mais dans cette petite compagnie équivalente chinoise, les conditions d'emploi sont très supérieures à celles que les Tchadiens ou Nigériens qui sont recrutés là-bas auraient s'ils travaillaient dans la fonction publique de leur pays ou dans des entreprises privées de leur pays. Donc il faut aussi mettre ça en balance. Dans les grandes entreprises, il y a quand même des normes, il y a quand même des règles, donc les gens sont globalement relativement bien traités. Après, plus on va vers des petites entreprises, plus les choses se corsent. Hein, on arrive dans des entreprises de type informel, et où là, effectivement, les employés africains sont parfois confrontés à la concurrence avec des employés chinois, et sont parfois confrontés à des conditions de travail qui sont très dures. Donc là, il y a beaucoup de cas différents. Il y a eu des révoltes, des émeutes, des protestations, dans un certain nombre de cas, des grèves, qui ont été liées justement à des cas comme ça de conflit du travail, souvent dans de petites entreprises, mais parfois aussi dans des entreprises plus importantes. Alors, j'ai perdu l'écran, c'est dommage, je vais peut-être le retrouver. Sur l'agriculture, je n'ai pas beaucoup parlé d'agriculture, parce que l'agriculture, globalement, alors, on a beaucoup parlé des achats effectivement de terres par les Chinois. Il faut avoir à l'esprit que dans les flux financiers de la Chine vers l'Afrique, l'agriculture a une place assez secondaire. Il en est de même pour les échanges commerciaux. Les acteurs chinois sont assez peu présents dans la course aux terres. Vous avez une carte ici où alors, les couleurs, hein, ça représente les acquisitions chinoises. Et puis vous avez le pourcentage des acquisitions chinoises par rapport aux acquisitions globales. Et il n'y a qu'en fait qu'en Angola et au Mali que les acquisitions chinoises représentent plus de 10% des acquisitions globales de terres. Hein, donc les acquisitions de terres par des acteurs internationaux depuis la période 2007-2008 jusqu'à présent sont le fait d'entreprises qui viennent du monde entier, mais qui sont très souvent occidentales, américaines, anglaises, françaises, mais aussi indiennes, mais aussi qui viennent du Golfe, qui viennent... voilà, il y a une grande diversité d'origines, et donc il y a des acteurs chinois, mais ce n'est pas les Chinois qui mettent la main sur les terres africaines, ce serait très caricatural de présenter les choses de cette manière-là. Alors pourtant, dans l'aide publique au développement chinoise, qui, comme je vous l'ai dit, représente des montants relativement marginaux par rapport aux prêts qui sont donnés aux pays africains, l'agriculture a une place stratégique assez importante, et elle prend la forme principalement de fermes de démonstration chinoises, beaucoup dans le secteur de la riziculture, pas uniquement, mais souvent dans le domaine de la riziculture, et où les Chinois, en fait, essayent de diffuser la révolution verte, donc des variétés améliorées, des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, pour pouvoir améliorer les techniques d'irrigation aussi, pour améliorer les rendements. Alors le calcul qui serait en jeu, c'est que, comme vous le savez, l'Afrique a une croissance démographique très rapide et très forte, la population double en 20 ans, il y a 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, mais il y aura 2,5 milliards d'habitants en 2050 en Afrique, s'il n'y a pas de catastrophe majeure d'ici là, ce que personne ne peut être sûr. Et donc dans ce contexte-là, les Chinois ont l'œil sur la demande alimentaire en Afrique, sur la capacité des agricultures africaines à satisfaire la demande alimentaire, parce que si les agricultures africaines n'arrivent plus à nourrir leur population, l'Afrique devra importer sa nourriture et donc va exercer une forte pression sur les marchés internationaux, notamment de céréales, et la Chine, pour un certain nombre de raisons intérieures, ne souhaite pas voir les prix des produits agricoles s'envoler
parce que ça poserait d'autres problèmes pour nourrir la population chinoise en parallèle. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles les Chinois s'intéressent à la question agricole. Il ne vous a pas échappé, si vous avez suivi l'actualité, que c'est un Chinois qui a été élu à la tête de la FAO au mois de juin dernier, alors qu'il y avait une Française qui était candidate, qui a déploré, comme c'est souvent le cas quand les Français perdent un champ de compétition, le fait que les Chinois utilisaient des moyens absolument déloyaux pour gagner la compétition. Donc, je ne connais pas le détail, mais c'est intéressant de voir qu'un Chinois soit à la tête de la FAO. C'est la première fois que ça arrive, donc l'agriculture, enfin, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, et il est fort à parier que ça va montrer, ça montre l'intérêt de la Chine pour ces enjeux, et sans doute la politique de la FAO est un organisme international, c'est pas la politique chinoise qui sera mise en œuvre, mais le projet de diffusion de la révolution verte en Afrique va sans doute être conforté par cette arrivée à la FAO. Alors, sur Haïti, honnêtement, là, je vais avoir du mal à vous répondre. Je pourrais vous répondre, Haïti fait beaucoup penser finalement aux pays africains les plus en difficulté, où vous avez des institutions extrêmement faibles, vous avez des systèmes extrêmement clientélistes, vous avez une très forte dépendance par rapport à l'extérieur, et une dépendance en même temps en position extrêmement asymétrique, où effectivement, quand on est très faible, on ne gagne pas dans des relations avec des gens beaucoup plus forts. On gagne de l'argent dans sa poche dans le cadre de la corruption, de marchés ponctuels, et on ne fait pas gagner le pays. Je ne connais pas davantage Haïti que ça, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je ne connais pas non plus les relations sino-haïtiennes. Haïti, c'est quand même dans l'arrière-cour des États-Unis. En tout cas, c'est perçu comme cela. Est-ce que la Chine a l'intention, l'intérêt de s'y positionner? Honnêtement, je ne sais pas. Voilà ce que je peux répondre à vos questions. Est-ce que la Chine cherche à exporter son modèle politique? Oui, monsieur. Dans tous les terminaux, les investissements sont accompagnés toujours par un ressort de corruption. Est-ce que se passe la même chose parmi l'Afrique et la Chine? Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce que vous avez une idée sur l'évaluation de soft power des instituts Confucius? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a des résultats? Pardon. Oui. Oui, je me disais aussi, est-ce qu'il y a des ONG chinoises? En Afrique? Des ONG chinoises en Afrique. Ça fait déjà pas mal de questions. Une question assez courte. Est-ce qu'il y a des mariages mixtes sino-africains? Enfin, de façon plus générale, comment est-ce que les Africains voient les Chinois et réciproquement? Sachant que c'est une question évidemment qui n'a pas de sens de façon aussi générale. Vous voyez les questions. Les questions sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure que la soirée avance. Je me demande comment ça va se terminer. Alors, sur la première question, sur est-ce que la Chine cherche à exporter son modèle politique, je vous l'ai dit, dans les principes de l'intervention chinoise, c'est un des principes importants, c'est la non-ingérence dans les affaires politiques intérieures. Et comme vous le savez, quand quelqu'un dit « je ne fais pas de politique », c'est aussi une façon de faire de la politique. Donc, c'est quand même assez ambigu.
De fait, cette approche chinoise de la non-ingérence dans les affaires intérieures a conforté un certain nombre de régimes dictatoriaux qui étaient très isolés au niveau international. Ça a été le cas au Soudan à la fin des années 90, au début des années 2000. Ça a été le cas du Zimbabwe de Mugabe, donc des pays qui étaient plus ou moins au banc de la communauté internationale sous obédience occidentale et qui trouvaient des financements, des débouchés, de l'aide militaire, de l'aide autre, etc. Et une reconnaissance internationale. Donc, ça c'est indéniable. La présence chinoise a pu conforter des régimes autoritaires et dictatoriaux. Mais là aussi, il faut mettre les choses en perspective. Il n'y a pas que la Chine qui conforte des régimes autoritaires et dictatoriaux. Et quand on est français, on aborde ce type de sujet, je pense qu'il faut être assez prudent. Les relations géopolitiques et les intérêts géopolitiques et stratégiques font que la France, à différents moments et encore aujourd'hui, soutient des régimes qui sont très éloignés d'un mode de fonctionnement démocratique comme disons qui correspondrait aux idéaux qu'on prêche par ailleurs en France. Donc ça c'est le premier élément. Et puis après, dans les pays, par exemple, quand la Chine intervient dans des pays qui sont plutôt démocratiques, elles se font, elles n'essayent pas d'imposer un modèle, elles n'interfèrent pas avec la politique locale. Quand la Chine fait de la coopération au Sénégal ou au Burkina Faso, ils ne se mêlent pas de politique. Ils font de la coopération, ils trouvent des marchés pour leurs entreprises, des contrats, c'est ça qui est important. Alors sur la corruption, là aussi, on va dire, je peux dire oui, il y a de la corruption. Alors, il y a de la corruption, des soupçons de corruption, souvent au moment de la signature de grands contrats. Ça a été souvent dénoncé. Donc il y a des grandes entreprises chinoises qui ont dû jouer ce jeu-là. Après, ce que j'ai entendu dire par des Chinois, c'est qu'ils n'appréciaient pas du tout la corruption, et en particulier la petite corruption ou la moyenne corruption. Donc, une fois qu'un projet est lancé, le fait de devoir débourser de l'argent pour obtenir des autorisations des fonctionnaires à différents niveaux, etc., comme ça existe beaucoup dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est perçu par les acteurs chinois comme quelque chose qui fait perdre du temps, qui est une perte de temps et d'argent. Et donc les entrepreneurs chinois, je dirais comme les autres, n'aiment pas beaucoup l'incertitude qui règne autour de ces jeux de clientélisme et de corruption. Et donc, bien souvent, ils s'en passeraient bien. Et je vous ferai un petit peu la même réponse que tout à l'heure, c'est que là aussi, il faut mettre les choses en perspective. Dans des sociétés, dans des systèmes politiques qui reposent sur le clientélisme, où les contre-pouvoirs, aussi bien au sein de l'État qu'en dehors de l'État, société civile, médias, et puis à l'intérieur de l'État, la justice n'est pas indépendante, etc. Ça concerne la majorité des pays africains. Dans ce type de contexte, il n'y a pas que les entreprises chinoises qui pratiquent la corruption. Les entreprises occidentales, françaises et d'autres ont été longtemps impliquées dans des affaires de corruption. Alors aujourd'hui, il y a des raisons qui font que les grandes entreprises occidentales se méfient et essayent d'être le plus à l'écart possible de ce type de pratiques. C'est pas bon pour leur image. Quand l'image d'une grande entreprise occidentale est écornée, ça fait perdre de l'argent en bourse. Les entreprises chinoises sont moins sujettes à ce type de crainte. Mais cela dit, voilà, la corruption n'est pas... Les entreprises chinoises n'ont pas le monopole de la corruption en Afrique, dans des sociétés où ces pratiques sont très répandues. Il y a des différences d'un pays à l'autre. Le niveau de corruption n'est pas le même suivant les pays. Il y a des pays où la corruption, ça représente 10% de tous les contrats, et il y a des pays où la corruption représente 50 ou 70% des contrats. Donc, pas tout à fait la même échelle, le même impact sur la réalisation des infrastructures, par exemple. Mais là encore, la Chine, à mon avis, ne suffit pas à elle seule, finalement, à faire pencher des situations d'un côté ou de l'autre. Souvent, la Chine s'insère dans les pratiques qui existaient avant que les acteurs chinois arrivent. Sur les instituts Confucius, eh bien, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a dans un grand nombre de pays d'Afrique, mais je ne suis jamais allé dans un institut Confucius. Je n'ai pas discuté avec les gens qui fréquentent ces instituts, avec les Africains qui fréquentent ces instituts, donc il faudrait le faire, mais on ne peut pas tout faire. Pas la réponse. Sur les ONG chinoises en Afrique, alors je connais mal les ONG chinoises, la société civile chinoise en général. En Afrique, là aussi, je n'ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes Chinois qui avaient étudié en France ou dans les pays occidentaux et qui avaient travaillé à différents endroits et qui travaillaient à certains moments pour des grandes ONG internationales qui opéraient en Afrique. Donc ça, on le voit, parce que justement, les grandes ONG internationales,
sont intéressés d'avoir des Chinois un peu, je dirais, des Chinois internationalisés, hein, qui parlent français, qui parlent anglais, etc. Parce que ça sert d'interface avec des acteurs chinois, avec des projets d'aide, avec, bon, ça peut être des casques bleus chinois quand il y en a, dans certains endroits, etc. Donc là, voilà, c'est des profils que j'ai vus, que j'ai rencontrés, mais les ONG chinoises, je ne sais pas. Sur les mariages mixtes et sur les regards croisés, alors là en plus j'ai pas de statistiques sur les mariages mixtes, ce que je peux dire simplement c'est que les interactions entre les Chinois et les Africains sont un peu ambivalentes et je pense qu'il y a aussi une question de temps, c'est-à-dire que dans certains cas, les Africains se plaignent et que les Chinois vivent complètement repliés sur eux-mêmes, c'est-à-dire quand des grandes entreprises chinoises arrivent, elles importent parfois 2000, 3000, certaines circonstances, il y avait 3000 ouvriers ou 4000 ouvriers qui arrivaient pour construire, par exemple, la raffinerie que je vous montrais tout à l'heure. Alors, les nationaux se plaignent que l'emploi soit occupé par les Chinois, mais en fait, il y a aussi un chef d'État africain qui demande à ce que la raffinerie soit terminée avant les élections. Et c'est plus facile de construire une raffinerie en un an en important 3000 personnes qui ont déjà construit des raffineries, alors que personne au Tchad ou au Niger n'a construit une raffinerie, et en plus qui parlent la même langue, qu'en faisant travailler ensemble des gens qui ne se comprennent pas, et qu'il faut faire former, etc. Donc il y a ça. Et donc dans ce genre de chantier, vous avez des ouvriers chinois qui vivent entre eux, qui vivent dans des camps, qui sont fermés, qui ne sortent pas. Alors est-ce qu'ils n'ont pas le droit de sortir, ou est-ce qu'on leur déconseille de sortir, je ne sais pas. Les jeunes Chinois qui sont en lien avec l'ambassade, on leur dit de ne pas sortir parce que c'est dangereux, mais on dit la même chose aux jeunes Français, qui respectent plus ou moins les ordres, suivant les contextes. Mais en tout cas, les consignes sont souvent assez similaires. En revanche, à Dakar, je vais vous montrer les commerçants chinois dans la rue, vous trouvez des commerçants, des acteurs, des orpailleurs, dans des endroits extrêmement paumés, isolés, etc. Vous trouvez des Chinois qui vivent dans les quartiers africains, avec les Africains. Est-ce qu'ils parlent les langues locales? Un peu, mais pas trop. Ils se débrouillent. Mais voilà, moi, ce que j'ai vu, c'était il n'y a pas très longtemps, on n'a pas beaucoup de recul. Il est fort à parier que quand ces gens-là, s'ils restent longtemps en Afrique, ils apprendront les langues locales. Ils apprendront peut-être pas le français et l'anglais, qui n'est pas la langue du commerce ou la langue de la rue, mais ils apprendront le Wolof au Sénégal et d'autres langues dans d'autres contextes. Donc ça, voilà. Alors les mariages mixtes, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, ça reste relativement marginal, je n'ai pas de statistiques sur le sujet, c'est marginal. Je crois qu'il y a quand même une question de temps. Il faut du temps pour que les gens se comprennent mieux, se connaissent mieux, etc. Et puis, des histoires individuelles, quand si des Chinois construisent une partie de leur vie dans un pays en Afrique, évidemment, les choses sont... Les relations avec les Africains sont différentes. Alors après, ils peuvent constituer des diasporas, comme d'autres parties du monde, où ils peuvent vivre dans une... Les diasporas sont souvent à la fois... entretiennent leur identité, et donc pour rester diaspora, il faut ne pas se mélanger, pas trop. Et puis il y a toujours des individus en marge ou en périphérie de la diaspora qui aussi vont s'acculturer plus que d'autres et entrer en relation avec la société d'accueil. Ça, c'est l'histoire de l'immigration. Mais là encore, on manque un petit peu de recul, hein, puisque là on parle d'une histoire qui a 10 ans, 15 ans. Bonsoir. Quel regard les presses africaines portent-elles sur la présence chinoise, si elle en porte? Bonsoir, merci pour la présentation. C'est une question par rapport à... Est-ce qu'il y a une volonté des pays africains de faire jouer la carte du transfert de connaissances? Et une seconde question qui a à voir avec le crime organisé. Est-ce qu'il y a des choses de ce côté-là, d'un côté comme de l'autre? Merci. Autre question? Alors, sur les presses africaines, bon, le sujet des relations avec les acteurs chinois, c'est un sujet qui a été pas mal traité par les médias africains. Et
suivant les médias et suivant les moments, il y a eu des traitements qui ont souvent oscillé entre les deux pôles, je dirais un peu opposés, du sino-China bashing, et puis, ou inversement, du sino-optimisme. Donc vous avez certains titres qui sont un petit peu tiers-mondistes dans leur posture, nationale tiers-mondiste, hein, la ligne Thomas Sankara, etc., qui vont avoir tendance, je dirais, à mettre en valeur l'apport de la Chine qui permet de rompre le face-à-face avec les anciennes puissances coloniales occidentales et qui va permettre, dans le cadre des échanges sud-sud, de bénéficier d'investissements en disant, ben voilà, les Chinois, eux, au moins, ils ne nous embêtent pas avec leur doctrine morale, mais au moins, ils sont efficaces. Quand ils font une route, ça va vite. Bon, donc, ce discours-là, il existe, hein, on le voit dans un certain nombre de médias. Et inversement, il y a aussi des médias qui ont dénoncé, qui ont rapporté souvent des conflits du travail entre des employés africains qui travaillent dans des entreprises chinoises, voilà, par exemple. Il y a aussi parfois des rumeurs, hein, parce que la presse en Afrique, hein, suivant les pays, il y a des très grandes différences de qualité dans les titres. Il y a des titres assez sérieux et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, une presse de caniveau, si on peut dire. Et donc dans la presse bas de gamme, il y a quand même beaucoup des rumeurs qui sont propagées par des gens qui n'ont pas vraiment vérifié, et donc des rumeurs sur les Chinois qui mangent les chats, qui mangent les rats, qui mangent les ânes. Donc tout ça, on peut le trouver dans certains titres, mais ça dépend vraiment quel type de médias finalement on consulte. Sur la question des transferts de connaissances, est-ce qu'il y a une volonté africaine d'obtenir des transferts de connaissances de la part des Chinois? Bon, je crois que déjà il faut avoir en tête que la question du transfert de connaissances et du transfert de technologie, c'est une revendication des pays du Sud depuis les pays africains depuis leur indépendance. C'est une revendication forte qui se heurte à des obstacles nombreux, dont le principal est sans doute l'absence de volonté et d'intérêt des entreprises qui détiennent le capital et la technologie pour transférer les connaissances. Après, il y a aussi des problèmes qui peuvent être plus spécifiques aux pays africains, hein, un nombre trop peu important d'ingénieurs et de gens capables d'assimiler ces connaissances. Mais là, il faudrait distinguer suivant les pays et suivant les secteurs également. Donc, je ne vais pas avoir une réponse tranchée sur le sujet, mais ce que je sais, c'est que même s'il y avait des revendications des États africains pour un transfert de connaissances, c'est un sujet qui est compliqué, qui est difficile à obtenir. C'est une revendication qui a 60 ans et qui ne connaît pas beaucoup de bons résultats. Et le meilleur moyen, sans doute, d'obtenir un transfert de connaissances, c'est déjà d'avoir des formes d'industrialisation. Alors, en même temps que je dis ça, toutes les formes d'industrialisation ne percolent pas et n'ont pas des effets de diffusion sur les tissus industriels, techniques locaux. Si vous faites construire clé en main une raffinerie par des ingénieurs chinois et des ouvriers chinois, peut fonctionner pendant assez longtemps, vous allez quand même avoir un personnel local qui va travailler dans cette raffinerie, qui va être formé, qui va apprendre des choses. Mais est-ce que ça suffit pour avoir un tissu, à la fois une ressource humaine qualifiée et un tissu entrepreneurial capable de promouvoir des choses du même type? C'est pas évident. Donc ces questions de développement industriel et de diffusion technologique, c'est des questions assez complexes. Là aussi, on n'a pas assez de recul. Mais pour l'instant, il n'y a pas des choses très spectaculaires à ma connaissance en Afrique. Alors peut-être c'est dans le secteur informel, comme souvent, hein, qu'il peut y avoir des hybridations, des bricolages, des produits chinois qui ont été conçus. Il y a des moteurs de voitures qui sont utilisés, qui sont recyclés, hein, des voitures un peu anciennes, un peu robustes, qui sont utilisées pour faire des sortes de motopompes. Donc vous avez des artisans africains qui vont bricoler à partir de technologies chinoises et qui vont en faire autre chose. Ça, on pourra toujours l'observer. Mais des transferts de technologie sur la haute technologie, on n'en est pas là. Pour ce qui concerne le crime organisé, alors là, je n'ai pas d'éléments très précis. Pour l'instant, le crime organisé en Chine, en Afrique, il est majoritairement dans la main des Africains et de quelques trafiquants sud-américains, en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme la Guinée-Bissau, des trafiquants de drogue, des narcotrafiquants colombiens, mexicains, d'Amérique latine qui sont influents. Il suffit de lire un des derniers ouvrages de Jean-Christophe Ruffin, Le pendu de Conakry, pour voir un petit peu tout ça. Le crime organisé, c'est aussi beaucoup des réseaux nigérians qui opèrent au Nigeria et dans d'autres pays, et en Afrique du Sud, etc.
Alors, est-ce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'implantation de triades chinoises ou de groupes organisés chinois, mais par contre, il y a de la contrebande et donc des opérations illégales dans lesquelles des opérateurs chinois sont impliqués, au moins comme acheteurs finaux. Je ne sais pas jusqu'où ils sont influents à l'intérieur de l'Afrique. Il y a une dame basée en Afrique du Sud, je crois, dont on a parlé il y a un moment, je ne sais plus comment elle s'appelle, une chinoise, qui était impliquée dans le trafic dans du braconnage ou du trafic de cornes de rhinocéros, par exemple. Donc voilà, on ne peut pas l'exclure, hein, ça peut exister. Ça dépend beaucoup finalement de l'ancienneté aussi, de la présence de ces acteurs. Dans le crime organisé, ça dépend aussi beaucoup de la manière dont le crime organisé est structuré localement. Quand vous avez des pays où vous avez un crime organisé national qui est structuré, vous n'avez pas beaucoup de place pour des acteurs extérieurs, et dans d'autres cas, ça peut être un peu différent. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, en trafic de drogue, ce n'est pas les Chinois qui sont impliqués majoritairement dans ce type de trafic. Je dirais que c'est peut-être plus important dans les braconnages en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ma question est un peu par rapport à l'exposé de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a vu une sorte d'exposé qui est un peu l'inverse du vôtre. Parce qu'on avait une sorte de politique chinoise totalement délibérée, grande machine. Donc on ne voyait pas très bien finalement ce qui se passait dans les populations concernées, qui n'existaient quasiment pas. On n'a pas vu les Kazakhs, les Mongols, les Turcs, etc. Comment ça pouvait s'articuler. C'était une grosse machine. Alors que chez vous, on a pris l'impression d'une diversité de situations, etc. Et alors, c'est peut-être parce que vous êtes africaniste, alors que votre prédécesseur n'était pas africaniste, mais plutôt économiste de la Chine. Et vous êtes géographe de l'Afrique. Alors, est-ce qu'il y a pas à poser du fait de deux situations différentes dans les gens qui parlent, ou est-ce que vraiment il n'y a pas, vous n'avez pas vu politique chinoise pour l'Afrique, ou moins pour l'Afrique subsaharienne, parce qu'elle est toute différente pour l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il y a, voilà, ma question est un peu celle-ci. Par rapport à l'exposé précédent, on a l'impression que là, bon, bien sûr, la diplomatie chinoise joue, il y a des grands contrats qui sont faits par les États. Au fond, il y a des tas d'entreprises chinoises qui maintenant sont indépendantes, font ce qu'elles veulent, vont faire des contrats comme le ailleurs, etc. Voilà. Donc, mon interlocuteur est là. Est-ce que l'Afrique, ça compte pour la géopolitique chinoise, pour l'armée chinoise, pour la diplomatie chinoise, ou est-ce qu'effectivement, bon, voilà, on fait des affaires, puis après, comme pays, il y a des interactions qui commencent à se créer quand on fait des affaires. Voilà, ma question est un peu celle-ci par rapport à la différence qui existe finalement peut-être, hein, qui est peut-être profonde des deux cas. Oui, ma question c'était, est-ce qu'on peut imaginer à 20, 30 ans, 40 ans l'impact économique et technologique de la Chine en Afrique? Est-ce qu'on peut avoir une perspective? Est-ce que une fois que les grands projets d'investissement seront réalisés, est-ce que la Chine s'en va? Comment l'Afrique... Enfin, je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais en tout cas, voilà, ça me paraît colossal quand même ce que font les Chinois. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'étais pas là à la dernière conférence, parce que Lilith ne m'étonne pas. Je pense que c'est peut-être plus une différence de regard qu'une différence de réalité.
Comme je le disais au début de mon exposé, il y a eu aussi toute une littérature plutôt en relations internationales et sciences politiques qui s'est intéressée à la doctrine de l'État chinois telle qu'elle a été formulée sur l'Afrique, telle qu'elle a été déclinée dans les différents FOCAC, telle qu'elle s'est manifestée par des visites de ministres et de chefs d'État. Donc tout cela est relativement bien connu et il est indéniable qu'il y a eu une stratégie chinoise par rapport au continent africain. Je ne cherche pas du tout à le minimiser et à le nier, mais seulement il y a une littérature abondante sur le sujet et moi, depuis ma perspective, je dirais plutôt un géographe, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe sur un territoire, à ce que vivent les gens. Et depuis cette perspective-là, ce n'était pas la perspective qui m'intéressait le plus. Et il me semblait que moi, ce que je voulais observer, c'était justement quels étaient les résultats en termes d'interaction dans différents contextes de ces présences chinoises. Alors, ça n'a pas été le cœur de mes recherches, mais quand j'ai pu lire ou observer des choses, ce qui m'intéressait justement, c'était peut-être un peu cette diversité d'acteurs et de modalités, de configurations, d'interaction. Alors, est-ce que l'Afrique, ça compte pour la géopolitique chinoise? Oui, sans doute. Je vous parlais tout à l'heure de l'élection d'un Chinois, d'un ressortissant chinois à la tête de la FAO. Quand vous avez une politique en Afrique, une politique de coopération importante, la France le sait bien aussi, hein, quand le président Jacques Chirac a repris des essais nucléaires après son élection, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale des Nations Unies par rapport à cette initiative française, et il y a 20 pays africains qui ont soutenu la France. Donc c'était, voilà, les relations géopolitiques avec l'Afrique, c'est aussi ça, et pour la Chine, c'est aussi ça. Toutes ces coopérations, ça permet d'être soutenu, la Chine qui se voit comme un acteur global, et ça permet d'avoir des relais dans les enceintes internationales quand il s'agit d'obtenir des positions de ce type. Alors pour l'armée chinoise, je n'ai pas parlé de la dimension militaire, parce que je ne pouvais pas parler de tout dans le temps qui m'était imparti. Là, je pourrais dire que d'une certaine manière, l'Afrique, c'est un endroit où la Chine apprend à être un acteur militaire global, mais d'une manière qui a été assez progressive. La Chine a ouvert une base militaire à Djibouti, à côté de la base française et de la base américaine. Enfin, à côté, je ne sais pas si c'est exactement à côté, mais Djibouti, c'est petit. Donc, il y a une base militaire chinoise qui a ouvert à Djibouti depuis quelques années et qui sert en particulier à contrôler la situation dans le Golfe Persique, et puis qui sert aussi, effectivement, à, disons, asseoir une influence ou une présence sur l'Afrique de l'Est. D'un point de vue militaire, la Chine contribue à un certain nombre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU, qui sont menées dans plusieurs contextes africains, au Mali, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo. Et donc là, c'est plus la volonté d'apparaître comme un acteur global, un acteur responsable au niveau global, et où le terrain africain est un terrain parmi d'autres, il pourrait y en avoir d'autres, mais qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je ne cherche pas à minimiser l'importance de l'Afrique du point de vue d'une stratégie globale de la Chine, même si, comme je le disais au départ, d'un point de vue économique pour la Chine, l'Afrique, ça ne pèse pas très lourd. C'est des marchés intéressants pour un certain nombre d'entreprises chinoises. C'est un endroit où on peut, je dirais, s'exercer, exercer des apprentissages à la fois en termes militaires, en termes de responsabilité internationale, type maintien de la paix. Pour les entreprises chinoises, c'est aussi un endroit où on s'internationalise et où on apprend à travailler avec des entreprises occidentales. C'est particulièrement vrai dans le secteur pétrolier, par exemple. Voilà, donc c'est un endroit important du monde, mais c'est pas non plus, l'Afrique n'est pas la priorité stratégique principale de la Chine. Et encore une fois, c'était pas ça. Voilà, c'est pas cet horizon-là qui est celui qui est au cœur de mon intérêt. La question que vous posiez, madame, sur les perspectives, alors c'est très compliqué parce que je ne sais pas quoi vous répondre. On est quand même dans un monde où les incertitudes sont très fortes, des incertitudes économiques. Est-ce qu'on aura un certain nombre d'économistes qui annoncent la possibilité d'un krach financier comme celui de 2008, mais voilà, personne ne sait. Donc lire l'avenir dans une boule de cristal, c'est très difficile. Je vous le disais, ce qui est le plus sûr, c'est que, sauf catastrophe majeure qu'on ne peut pas exclure, le moteur des changements en Afrique, c'est quand même la démographie.
C'est cette population qui va être multipliée par 2. On aura 2,5 milliards d'Africains en 2050, alors que la population en Chine, d'ici 2050, va se tasser, en tout cas stagner et décroître légèrement selon toute probabilité. Donc ça, c'est ce qu'on peut savoir. Après, sur que donneront les relations sino-africaines d'ici 30 ans, honnêtement, c'est difficile. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a 30 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu imaginer que la Chine serait la puissance qu'elle est aujourd'hui et qu'elle serait aussi influente qu'elle l'est en Afrique. Il y a 30 ans, c'était en 89. Donc c'est assez difficile d'imaginer. Aussi. Écoutez, oui, je pense.